exchange it for his will. Love somebody. Help somebody. Help somebody. Today. Merci de votre fidélité. On est le 1er avril. Comme déjà annoncé à l'émission, le coronavirus gagne du terrain dans le monde. Jusqu'à présent, personne ne sait comment endiguer cette maladie. Même les plus grands professionnels de santé s'inquiètent vu les nombreuses vies emportées par ce virus. À l'heure où l'on parle, il y a plus de 2 milliards de personnes confinées chez elles, y compris professeurs, élèves, étudiants, universitaires. Pendant cette période de confinement, comment rester connecté aux activités scolaires? Donc, autour de cette question et d'autres, on va parler et on accueille aujourd'hui le pasteur Christian Ekoto. Bonjour, pasteur. Bonjour, Charlemagne. Pasteur Christian Ekoto, c'est qui? Oh, c'est un pasteur et un éducateur qui vient du Cameroun, en Afrique centrale, et qui sert à l'Université adventiste d'Haïti comme doyen académique et aussi professeur. On est 1er avril, est-ce qu'on vous a déjà pris dans ce piège? Poisson d'avril. Poisson d'avril, non, on m'a pas encore pris, je n'ai jamais fait cela qui que ce soit, donc je n'ai pas d'expérience particulière du poisson d'avril. En tout cas, ça tombe bien et bonne arrivée. Merci beaucoup. Alors, on va parler d'éducation, pasteur. Selon vous, c'est quoi l'éducation d'abord, bien avant de commencer avec nos questions? Bien, l'éducation, c'est un moyen. J'insiste sur le mot moyen. Pour une fin, c'est un moyen pour aider surtout les apprenants à développer leur potentiel au maximum pour une vie optimale. Donc, c'est un moyen pour aider les apprenants à mieux vivre. Le secteur commercial, le secteur éducatif, tout est fermé, imposé, alors une fermeture imposée par le coronavirus. Donc, aujourd'hui, on est confinés tous à la maison, y compris les universitaires, les étudiants, tout ça. Donc, pendant cette période de confinement, docteur, comment est-ce qu'on peut rester connecté aux activités scolaires? Oui, il est possible de rester connecté quoique confiné, n'est-ce pas? Mais j'aimerais d'abord faire une petite différenciation parce qu'il y a différents types d'apprenants. Il y a les apprenants traditionnels et les apprenants non traditionnels. Les apprenants traditionnels, ce sont ceux qui sont dans le système éducatif, les écoles primaires, secondaires et l'université. Et il y a un autre type d'apprenants qui n'est pas dans les écoles. Il y en a qui n'ont pas accès au système éducatif. Donc, nous allons nous adresser principalement aux apprenants traditionnels, les étudiants qui sont dans le système éducatif. Je voudrais d'abord élaborer quelques principes de base. C'est vrai que nous sommes confinés, mais l'apprentissage n'est pas confiné. L'Internet n'est pas confiné et le Dieu qui est un grand éducateur, lui non plus n'est pas confiné. Alors avec ces trois principes à l'esprit, je voudrais déjà dire aux apprenants que c'est le moment et c'est l'opportunité pour chaque apprenant de prendre le contrôle de son apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il définisse ses priorités. Chacun doit définir ses priorités académiques et les respecter au maximum. Deux, chacun doit identifier et canaliser les interférences à ses priorités académiques. Parce qu'il y a des choses qui vont interférer. Avant, quand on était non confiné, il y avait les amis, les activités. Maintenant, il y a d'autres interférences, principalement l'Internet. Et il faut aussi maximiser l'usage de l'Internet. Il y a des bases de données, il y a des sites comme YouTube, des sites comme Zoom qu'on peut utiliser pour nous aider. Alors, j'aimerais ici tout de suite féliciter le ministère de l'Éducation nationale, de la formation et de l'emploi d'Haïti, pour les efforts qu'ils ont déjà faits dans ce sens. Si vous allez dans le site du ministère de l'Éducation nationale d'Haïti, vous verrez au niveau de l'icône outils et ressources pédagogiques, il y a des choses intéressantes. Par exemple, il y a l'Akou Kajou. L'Akou Kajou, c'est des vidéos
éducatives, j'en ai regardé quelques-unes, elles sont très bien faites. C'est des professionnels, des experts qui se sont mis ensemble pour cela, pour les tout petits. Il y a Retel, ce sont des contenus éducatifs interactifs. Il y a Examo, c'est des simulations d'examen pour la 9e année fondamentale, pour la philo et pour le secondaire, niveau secondaire 4. Il y a l'école, c'est une plateforme d'apprentissage continu qui utilise l'Internet et puis les appareils mobiles comme les téléphones. Ça donne accès à l'éducation à tout moment et à tout endroit. Et il y a MIT IT, c'est la bibliothèque numérique en créole. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau déjà officiel, au niveau du ministère, c'est vrai qu'il y a du travail qui doit être fait encore. Il y a déjà une provision sur le site. Seulement, il faut avoir accès à l'Internet pour pouvoir travailler sur ces sites. On va y revenir parce que là, on va directement dans la question de plateformes numériques ou encore cours en ligne. Mais avant d'arriver là, quelle stratégie pensez-vous, en dehors de l'Internet surtout, Pasteur Ekoto, qu'on peut utiliser pour continuer à apprendre ou encore apprendre aux étudiants, peut-être à distance? Ok. Il y a une foison de mécanismes, de techniques et de stratégies qui sont à notre disposition. Et il ne faut jamais négliger la force de l'ingéniosité humaine. L'être humain est naturellement ingénieux. C'est vrai que parfois les systèmes et le contexte veulent tuer cette ingéniosité. C'est l'un des plus grands torts qu'on fait à un être humain. Vous voyez dans les zones rurales, vous voyez un petit enfant qui, à partir de rien, sans Internet, sans matériel particulier, vous fabrique un jouet. Ah oui. C'est de l'ingéniosité qu'il faut cultiver, qu'il faut encourager. Donc, même si je n'ai pas accès à l'Internet, il y a des choses que je peux faire. Par exemple, il faut apprendre à varier les techniques d'études. C'est très important. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez détailler un tout petit peu? Par exemple, il y a plusieurs techniques. Il y en a une qu'on appelle la technique Pomodoro. Pomodoro, c'est un mot italien qui veut dire tomate. C'est une expression qu'on a utilisée pour une technique qui a été créée par un éducateur. Et cette technique est simple. Elle consiste à choisir un sujet et à se focaliser sur ce sujet pendant 25 minutes. Vraiment être complètement focalisé pendant 25 minutes et prendre une pause de 5, 10, 15 minutes avant de revenir pour 25 minutes encore. Donc, c'est une technique d'apprentissage qu'on peut et dont on peut bénéficier beaucoup si on peut l'appliquer. Il y a, par exemple, il faut changer de position. Quand on est à la maison, c'est vrai quand on le peut, on peut commencer dans la chambre, puis aller au salon, et puis aller à la cuisine, aller sur la véranda, quand c'est possible. Autant que faire se peut changer de position, parce que le changement de position permet au cerveau d'être plus engagé. Au lieu de rester au même endroit pendant longtemps, ça finit par être un peu stressant pour le cerveau. Il y a aussi un aspect qui consiste à structurer sa journée. Il faut organiser sa journée. Donc, la veille, se dire demain, voici ce que je me propose de faire, heure après heure, et respecter il faut avoir un agenda. Il faut avoir un calendrier particulier que nous-mêmes nous faisons. C'est pour ça que je parle de prendre contrôle de son apprentissage. Il y a aussi ce qu'on appelle le self-testing. Ok, bien avant d'en arriver là, donc, on parle d'agenda, on parle d'horaire. Donc cela va permettre aux étudiants ou aux apprenants de mieux gérer leur temps. C'est ça l'objectif même de cet agenda. Et n'oubliez pas, je voudrais parler d'une chose. C'est un concept qui est tout nouveau dans le monde de l'éducation. En anglais, ça se dit teaching with purpose. Enseigner avec objectif, n'est-ce pas? Là, maintenant, je suis en train d'enseigner un cours d'anglais à un groupe de jeunes haïtiens. Alors, ce que je fais, c'est que j'utilise l'anglais pour leur enseigner la vie. Donc, ils apprennent l'anglais, mais il faut être dans la salle pour comprendre. Donc, ils font l'anglais, mais en même temps, je leur enseigne, je les aide à avoir des compétences pour la vie, n'est-ce pas? Maintenant,
quand un étudiant ou un apprenant est dans la salle de classe ou confiné comme on est maintenant là, il faut qu'il change sa mentalité par rapport à l'apprentissage. Pourquoi est-ce qu'il apprend? Si c'est juste pour mémoriser des faits et les régurgiter, alors il n'a rien compris. Mais s'il prend contrôle de son enseignement, de son apprentissage, pardon, il va donc comprendre que au-delà de cette équation de mathématiques, au-delà de cette œuvre littéraire qu'il est en train d'étudier, au-delà de ce cours de géographie, en quoi est-ce que cela va lui être utile dans l'avenir? Moi, je pense déjà à l'après-confinement. Il faut une autre Haïti, il faut un autre type d'apprenants en Haïti, des apprenants qui comprennent qu'on n'est pas à l'école simplement pour ingurgiter des faits, mais pour se préparer pour la vie. Vous parlez des apprenants, mais qu'en pensez-vous des... Alors, je peux parler des professeurs, des enseignants, pour mieux dire. Je vais vous surprendre un peu. Pour moi, il y en a qui disent que l'apprenant est l'élément central d'un système éducatif. Moi, je pense que c'est l'enseignant. Alors, parlant d'enseignants, il y a John Cotton Dana qui a dit qu'il est plus facile de devenir président des États-Unis que d'être un enseignant idéal. Et alors là, vous parlez d'enseignant idéal. Oui, pas forcément d'enseignant. Bon, ça dépend de ce que vous entendez par enseignant idéal, mais de bons enseignants, n'est-ce pas? Des enseignants qui comprennent l'éducation, qui comprennent l'objectif de l'éducation, qui ne pensent pas seulement à un chèque à la fin du mois, qui ne pensent pas seulement à impressionner les apprenants, qui ne pensent pas seulement à faire passer un programme, mais qui est impliqué dans la vie et l'avenir de l'apprenant. N'est-ce pas? Donc, il faut enseigner avec objectif et il faut étudier avec objectif. C'est un concept très, très, très important. Par exemple, de là où je viens, c'est en terminale, ici on appelle ça la philo, qu'on vous bombarde logarithme, exponentiel, calcul intégral. Et vous résolvez ces équations à longueur de journée. Moi, j'aimais bien les fonctions, travailler sur les fonctions. C'était ma passion. Mais je n'ai pas fait de mathématiques au bout. C'est à l'université, dans un autre pays, pendant un cours de mathématiques, que le professeur nous a fait comprendre à quoi sert une fonction exponentielle. Ah oui? Par exemple, est-ce que vous savez qu'une fonction exponentielle sert à calculer, par exemple, la trajectoire d'une fusée? Ah oui? Que le calcul intégral peut vous aider à calculer le débit des cours d'eau. Et c'est là que je me suis dit, mon Dieu, si on m'avait dit ça en philo, j'aurais fait les mathématiques de manière différente. C'est un peu de ça que je parle quand on dit enseigner et étudier pour la vie. À quoi est-ce que cela va m'être, en quoi ça va m'être utile? Si on aura le temps, je vous parlerai d'une icône dans mon pays et comment je l'utilise dans mon enseignement pour faire comprendre aux gens certaines choses. Il s'appelle Samuel Eto'o, c'est l'un des plus grands footballeurs qui ait jamais existé, mais j'utilise son exemple pour enseigner avec objectif. En tout cas, vous parlez de Samuel, vous n'êtes pas, j'imagine, un fan de foot. Mais maintenant, poursuivons notre petite causerie ce matin, parce qu'il est déjà, c'est presque la fin. Notre dernière question, cours en ligne en Haïti. Et selon vous, docteur Ekoto, Christiane, peut-on en parler? Je ne voudrais pas seulement dire qu'on peut en parler, je pense qu'on doit en parler. Et je pense qu'à certains moments, à certains endroits, on en parle déjà. Mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà d'en parler. Il faut le rendre effectif. Le monde est assez avancé. Il y a des initiatives comme celle dont j'ai parlé pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui sont des initiatives bien louables. Et il faut que cela soit démocratisé. Quand je dis démocratisé, je dis que ça doit arriver. Je pense que ça doit arriver au niveau de chaque salle de classe, chaque enseignant, chaque apprenant dans chaque localité. Il faut donc un plan de masse. Il faut un plan de masse avec toutes les ressources nécessaires. Alors, mon modèle d'éducation absolu se nomme Jésus-Christ. Et je n'ai pas de meilleur modèle que cela. Quand vous observez, vous étudiez la vie de Jésus-Christ, vous allez apprendre des choses extraordinaires. Par exemple, alors là, je vais choquer certains. La tendance habituelle des systèmes éducatifs, c'est quoi? On dit on veut ouvrir une école. On ouvre une école et ça peut être dans une zone rurale ou dans une ville. Et c'est après avoir ouvert l'école, on a les étudiants et peut-être les apprenants et peut-être des bâtiments. C'est là qu'on se pose des questions sur les enseignants. Qui va enseigner ces apprenants? Alors on se met à recruter tout et n'importe quoi, permettez-moi l'expression. Et on se plaint, on se lamente plus tard quand on voit que l'école ne fonctionne pas comme elle se devrait parce que l'enseignant, le cadre
ne comprend pas le système. Alors, ce que je suggère, c'est la méthode du Christ. Et c'est une méthode pas facile à appliquer parce qu'elle demande certains sacrifices, elle demande une certaine vision. Quand le Christ est arrivé ici, combien d'écoles a-t-il construites? Aucune. Qu'est-ce qu'il a fait? À part mourir sur la croix, il a formé les 12. Il a formé les cadres avant de mettre en place l'institution. Et c'est là l'un des gros problèmes des systèmes éducatifs aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'on ait cet Internet, ce système d'éducation en ligne, il faut d'abord former les cadres. Moi, j'aurais suggéré qu'on prenne 4, 5, 6 ans pour former les cadres d'abord. Lorsqu'on a les cadres et qu'on met le système en place, vous aurez moins de problèmes à résoudre que si vous mettez le système en place sans la formation des cadres. Je préfère la méthode du Christ, qu'il a pris ces 3 années, il n'a pas poussé l'institution, il a formé les individus, il a formé les cadres. C'est ce que je peux suggérer à l'État haïtien, c'est ce que je peux suggérer aux institutions éducatives, de ne pas s'empresser forcément à vouloir le système en ligne. Ça ne sert à rien d'installer l'Internet, d'installer les plateformes s'il n'y a pas des utilisateurs. Et les premiers utilisateurs sont les enseignants. Et puis les personnes en charge des départements de formation en ligne. Restons à l'UNA avant de vous laisser. Maintenant, comment est-ce que vous voyez cette question de compatibilité entre, je veux dire, foi et éducation, surtout à travers nos écoles adventistes, étant donné que vous avez vécu au Cameroun et vous êtes en Haïti. Maintenant, comment est-ce que vous voyez cette question de compatibilité entre foi et des chrétiens qui vont à l'école ailleurs? Est-ce qu'on peut parler maintenant là de compatibilité pour les chrétiens surtout? Est-ce que c'est, si j'ai compris votre question, est-ce que... Alors, ce que les apprenants reçoivent de leurs écoles, par exemple, de l'extérieur, qui ne sont pas des écoles certaines fois chrétiennes, donc, et des savoirs qu'ils reçoivent à l'église ne sont pas vraiment compatibles. Comment est-ce que vous voyez cette question? Ok, cela a trait en partie à l'intégration de la foi dans les enseignements. Tout à l'heure, j'ai dit que l'apprenant doit prendre contrôle de son apprentissage. Ah ouais. Et il faut que l'enseignant, et ça c'est un autre aspect aussi de l'éducation, pour que l'apprenant prenne contrôle de son apprentissage, il faut des enseignants qui savent aider l'apprenant. En fait, le 21e siècle, c'est une éducation où le rôle de l'enseignant, c'est d'aider l'apprenant à apprendre, de lui enseigner comment apprendre. Ce n'est pas de lui enseigner le contenu, mais c'est de lui enseigner comment accéder au contenu, comment gérer le contenu et comment optimiser le contenu. C'est un paradigme totalement différent, totalement nouveau. Maintenant, quand on parle de foi et d'enseignement, tout enseignement, tout système éducatif a une philosophie. Ah oui. Alors, et chaque système a des objectifs bien précis, n'est-ce pas? Et en général, les systèmes non religieux ont un objectif séculaire, former de bons citoyens et qui vont être honnêtes. Mais l'éducation religieuse, particulièrement chrétienne, plus particulièrement adventiste, va au-delà. Et il faut donc comprendre que l'apprenant, quand il passe par ce système, j'appelle encore ce système, il passe par un système qui a un paradigme différent. Maintenant, s'il va dans un système qui a un autre paradigme, il doit, autant que faire se peut, pouvoir gagner cette expertise là-bas sans perdre sa valeur. Au contraire, il doit pouvoir amener cette expertise au niveau de ses valeurs chrétiennes. Donc, c'est tout un très large débat. J'aimerais juste dire ceci. Je demande aux apprenants, j'encourage les apprenants à anticiper la trajectoire future. Si le Seigneur ne revient pas, Corona va passer. Alors, il faut visualiser l'après-confinement, dès maintenant. Il ne faut pas se lever chaque matin au gré du vent, mais il faut être organisé, prendre contrôle de son avenir, de son apprentissage. Il faut aligner cet apprentissage à sa vision. J'espère que c'est une vision qui est donnée de Dieu. Il faut intégrer le service dans cette vision-là. Comment est-ce que je partage ce que j'ai gagné dans le confinement, pendant le confinement et après le confinement? Et alors, Christ a été confiné. C'est mon modèle. Alors, est-ce que c'est une opportunité, une menace pour lui, le confinement? Par exemple,
Dans le désert, lors de la tentation, c'était un confinement. Mais il en est sorti, il a pris du temps pour apprendre, pour comprendre son identité, sa mission et son ministère. Et quand il est sorti du désert, il est entré dans le service. Et il a fait une différence dans le monde. Parce qu'il a maximisé pendant le confinement. Lorsqu'il a été transfiguré sur la montagne, c'était un confinement où il a montré sa gloire aux disciples. Mais si vous lisez la suite de l'histoire, il est descendu, il a guéri quelqu'un, il est rentré servir. Lorsqu'il a vu la tribulation dans le jardin de Gethsemane, il a subi un confinement et il est sorti vainqueur, il est mort sur la croix. Aujourd'hui, on peut espérer vivre au-delà de cette vie. Donc, j'encourage les apprenants de tout bord à avoir une vision qui va au-delà du confinement et à se préparer à l'après-confinement qui, selon moi et selon ma petite compréhension, est en train d'amener le monde à un niveau prophétique plus élevé. Le fonctionnement du monde ne sera pas le même. L'éducation ne sera pas la même. Bien qu'on ne s'en rende pas encore totalement compte maintenant, l'enseignement ne sera pas forcément le même. Et il faut donc que et l'apprenant et l'enseignant se préparent pendant ce confinement, optimisent le confinement pour être prêts pour ce moment. Voilà, merci à notre pasteur Christian Ekoto. Merci d'avoir répondu à notre appel, à notre invitation, pasteur. Je vous en prie, le plaisir est pour moi et je souhaite que le Seigneur bénisse les auditeurs et ceux qui nous écoutent. Pour la coordination, Serge Raphaël du Nelson Dulcio, pour la réalisation, Yvonne Printemps, Lormil. On se retrouve.